En République démocratique du Congo, le peuple a désormais les yeux rivés sur le palais de la nation, d'où sortira le gouvernement de cohésion nationale. C'est l'une des recommandations des concertations qui ont eu lieu du 7 septembre au 5 octobre dernier pour mettre fin à la guerre qui prévoit à l'est de la RDC. Et pour parler de ces recommandations, encore de ces questions, nous avons invité sur ce plateau de l'entretien le député Francis Kalombo. Il est député du PPRD, de la majorité présidentielle. Il a aussi d'autres fonctions que nous découvrirons dans cette émission. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir effectué la traversée Kinshasa-Brazzaville. Nous sommes très contents. Alors, nous aimerions d'abord comprendre une chose. Nous parlons du gouvernement. À quand ce gouvernement? Apparemment, ça traîne. Écoutez, le président de la République l'a annoncé le 23 dernier. Je pense que c'est pour bientôt, tel qu'il l'a souligné. Mais la date et tout ça dépend du chef de l'État. Donc, c'est à lui de pouvoir nommer les ministres et ainsi que le Premier ministre. Alors, il y a eu plusieurs recommandations, plus de 500 comme ça recommandations. 670. C'est voilà, recommandations lors des concertations qui ont eu lieu. Nous allons revenir sur le déroulement de ces concertations. Est-ce que ces concertations ont vraiment reflété le besoin du peuple congolais? Est-ce que ça a réuni tous les peuples congolais? Oui, tous les peuples congolais, nous sommes 60 millions, donc on ne pouvait pas être là à 60 millions pour débattre des problèmes de la nation. Certes, toutes les couches de la société congolaise ont été représentées. Nous avons eu les membres de l'opposition, des confessions religieuses, des chefs coutumiers, de la diaspora, de la société civile, de l'opposition. Et je pense que toutes les couches de catégorie de la République démocratique du Congo ont été représentées et surtout que les gens ont débattu librement. Sans tabou et toutes les décisions ont été mises sur table et voilà. Vous l'avez dit d'entre autres Dieu que le 23 octobre dernier, le chef de l'État a pris plusieurs mesures devant le Parlement réuni en congrès, entre autres la mise en place du gouvernement de cohésion nationale et le comité de suivi des recommandations de ces concertations. Nous allons parler un peu du gouvernement. Que vise réellement ce gouvernement? Pourquoi ce gouvernement, pendant que nous avons là un pouvoir élu démocratiquement, comme vous le dites chez vous, de la majorité présidentielle, même si l'opposition jusqu'aujourd'hui surtout de l'UDPS ne reconnaît pas le président Kabila comme président élu démocratiquement. Pourquoi encore un gouvernement de cohésion nationale? Est-ce que ce n'est pas là une façon de piéger la démocratie, de fouler aux pieds les règles de la démocratie? Non, je pense que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement de large ouverture ne veut pas dire qu'on va piéger la démocratie. Nous avons vu le président français Sarkozy le faire avec des grandes figures comme Bernard Kouchner, Frédéric Mitterrand et tant d'autres, des socialistes renommés qui ont attrait au gouvernement Sarkozy. Mais le président de la République, pendant la campagne, l'avait déjà souligné, qui va travailler avec d'autres Congolais, même s'ils ne sont pas de la majorité. C'est comme ça que vous verrez dans ces gouvernements, nous avons quelques membres qui, eux, sont ici de l'opposition, mais qui travaillent avec nous. Maintenant, il y a un problème en République démocratique du Congo, c'est la guerre à l'Est qui ne prend pas fin. Et depuis des années, alors dans sa réflexion, le président de la République a trouvé qu'il y avait un problème de cohésion nationale. Comment faire? Parce qu'on ne peut pas concevoir que nous sommes dans un pays et qu'un pays voisin va instrumentaliser les Congolais. Vous parlez du Rwanda? Le Rwanda, et tout comme l'Ouganda, va instrumentaliser les Congolais qui acceptent de prendre des armes pour violer, tuer, piller les richesses de leur propre pays pour l'intérêt d'un autre pays. Là, c'est posé un problème avec la complicité interne. Comment faire? Il fallait que le Congolais se retrouve pour qu'on se dise des choses en face, là où ça ne va pas, de voir de la manière à pouvoir résoudre ces problèmes et pour que nous puissions développer le pays. On a l'impression que les mesures prises par le chef de l'État n'ont pas vraiment convaincu les Congolais, si on peut le dire, puisque juste après, les combats ont repris à l'est de la RDC. Est-ce que ce n'est pas vraiment passé à côté de ce que veulent vraiment les Congolais? Parce qu'après quelques jours seulement, les combats ont repris. Mais justement, le combat ne s'est jamais arrêté. Et parmi les recommandations que nous avons eues dans ces concertations, entre autres, nous avons demandé le renforcement de la capacité de nos forces armées à pouvoir lutter et buter hors d'état de nuire tous ces groupes armés qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ça fait partie des recommandations. Et si aujourd'hui l'armée est montée en puissance, c'est parce qu'on le voulait. Et tout le peuple est derrière aujourd'hui, son armée est derrière le président de la République, de manière à ce que les choses puissent avancer dans ce sens-là. Puisque sur la table, il y avait toutes ces trois options, le président l'a toujours souligné, l'option diplomatique, l'option politique, ainsi que l'option militaire. Alors nous avançons avec... L'option diplomatique est abandonnée, reléguée au second plan. Pas du tout, je crois que les concertations, encore le dialogue au niveau de Kampala est
été arrêtés. Non, le dialogue est suspendu. Suspendus, Et ouais. suspendu ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner pour continuer. Ce sont des options. Même dans le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, il a dit clairement qu'il se rend compte que ça a tiré trop en longueur, c'est déjà trop. Donc la RDC apparemment ne veut plus continuer à discuter. Non, on continue à discuter, mais on ne continue pas à tergiverser. C'est ça la différence. Puisqu'à Kampala, on n'avançait plus. On était là chaque jour, il y avait des nouvelles revendications de la part du M23 recommandées par le Rwanda. Et on savait aussi longtemps que le Rwanda n'avait pas sifflé. Et bien, le M23 n'allait jamais signer ces accords-là. Et à chaque fois, il devait y avoir des problèmes, des surenchères en surenchère. Voilà pourquoi, sur terrain, étant donné que le M23 continuait à provoquer nos forces, et qu'ils continuaient à faire souffrir la population, vous n'avez qu'à voir les territoires qu'on vient de libérer. Je pense qu'aujourd'hui, le M23 n'existe pratiquement plus, puisqu'on a demandé à l'armée. Et l'armée a fait son travail de libérer maintenant les zones occupées par le M23. Et la diplomatie fait son travail, c'est-à-dire de demander au Rwanda de rester là où le Rwanda est, de ne pas continuer. Donc vous voyez que les trois options avancent. Et au niveau politique, nous continuons à dialoguer avec nos frères, et surtout avec nos frères, puisqu'il ne faut pas oublier au sein du M23, la majorité, ce sont des Rwandais. Est-ce que c'est vraiment la guerre qui a poussé les Congolais à aller aux concertations, ou il y a encore d'autres problèmes plus importants, plus sérieux, qui gangrènent la RDC, qui bloquent même le développement de ce pays en dehors de la guerre? En dehors de la guerre, nous sommes des hommes et des femmes. Il peut y avoir d'autres préoccupations, mais je pense que la préoccupation principale, c'est la guerre à l'Est. Et les restes, ce sont des problèmes que nous pouvons traiter entre nous. Il ne faudrait pas oublier, par rapport, par exemple, au problème des élections. Tout de suite après ces élections, nous sommes mis ensemble, la société civile, l'opposition politique, et nous avons revisé même la structure de la CNI. Aujourd'hui, il y a un nouveau bureau, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu tout ça pour commencer à regarder qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions nous-mêmes apporter des solutions. Et les solutions sont déjà apportées quant au problème des élections. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes, entre fils et filles du même pays, nous pouvons regarder dans la même direction et essayer de les traiter. Est-ce que là, vous ne donnez pas raison à Etienne Tshisekedi qui continue à penser que le président Joseph Kabila n'a jamais été élu démocratiquement? Je reviens sur la question que je vous posais au départ. Comment accepter que un président qui est élu démocratiquement partage son pouvoir avec l'opposition, qui le nie jusqu'à aujourd'hui, partage même avec une partie de la société civile qui n'a pas reconnu son élection? Comment vous acceptez ça? Non, vous pensez que lorsque Sarkozy a fait cette ouverture, donc Sarkozy avait échoué aussi aux élections? Si tel est le cas, non, ce n'est pas ça. Je crois que le président de la République, nous sommes en Afrique, il ne pense pas comme peuvent penser les uns et les autres. Donc chacun a sa manière de penser, mais la réalité reste celle-là. C'est-à-dire Etienne Tshisekedi, qui tout le long de son existence n'a jamais été aux élections. Il ne connaît pas ce que c'est qu'une élection. Il ne faut pas oublier que c'est sa première fois de participer à une élection. Il s'est toujours dit populaire, il s'est toujours dit grand. Oui, certes, c'est un homme politique public très connu dans notre pays, mais il ne peut pas se prévaloir d'avoir la majorité. Une élection, c'est une stratégie qu'on met en place pour pouvoir la gagner. Une élection, ça ne se donne pas. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Il faut gagner devant les urnes. Et aujourd'hui, l'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Puisque l'opposition, si réellement l'opposition avait besoin de gagner ces élections en 2011, l'opposition pouvait les gagner. Puisque quand vous regardez les résultats, Joseph Kabila n'a pas fait 50%. Donc l'opposition, s'ils avaient un seul candidat et qu'ils se mettaient ensemble, je suis sûr et certain que l'opposition allait gagner ces élections. Malheureusement, l'opposition est partie en ordre dispersé. Ils ont perdu et ils doivent accepter les résultats. Mais Etienne Tshisekedi, lorsqu'il pense que lui avait gagné les élections, je me demande par quel miracle, ni par quelle magie, Etienne Tshisekedi pouvait gagner ces élections, puisqu'il est parti déjà en mauvaise position. Et c'est comme ça qu'il a perdu les élections. Il ne faut pas oublier que la contestation des élections ont eu lieu. Ils sont allés à la Cour suprême. Même les observateurs qui sont venus, ils disent certes il y a eu des irrégularités, mais l'ordre d'arrivée en ce qui concerne ces élections n'allait pas changer, même si on reprenait les élections. Alors, l'honorable Francis Kalumbo, parmi les mesures prises par le président Joseph Kabila, il y avait la mise en place du comité national de suivi des résolutions des concertations nationales. Est-ce que ce n'est pas un gouvernement bis? Non, pas du tout, ce n'est pas un gouvernement bis, puisque même dans un gouvernement, le gouvernement est contrôlé. Et ça, ça ne sera pas un gouvernement, c'est-à-dire que ça va suivre réellement si toutes les résolutions ont été prises en compte pendant l'exécution. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises, qui doivent être prises. Quel sera en fait, le rôle que va jouer ce comité? Est-ce que c'est le contrôle? Est-ce que ce comité aura le pouvoir de décision, de sanction?
Quel rôle va-t-il jouer ce comité? Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas sortir de la Constitution. Donc ce comité aura un rôle de regarder s'ils sentent que dans tel domaine, cela n'est pas appliqué, il peut faire recours soit. D'abord, c'est attaché à la présidence de la République et qui, lui, va voir avec chaque La RDC institution. est un pays pauvre, ça, on ne va pas se le cacher, mais pourquoi continuer encore à créer des institutions budgétivores pendant que le peuple souffre? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment réduire? Puisque s'il faut contrôler, il y a le Parlement qui peut jouer ce rôle de contrôler si les résolutions de ces concertations sont exécutées ou pas. Et s'il faut l'appliquer, il y a le gouvernement qui est là pour l'application. Mais j'ai l'impression que les gens focalisent tout sur l'argent. Ce n'est pas question d'argent, ni question de moyens. La République démocratique du Congo n'est pas un pays pauvre tel que vous le dites. Il y a des ressources, mais mettre en place ces comités, ça coûte combien? Pas grand-chose. Je ne pense pas que ça va coûter les yeux de la tête à la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons le développement, vous l'avez dit aussi. Encore satisfaire les amis, les déçus de l'opposition qui continuent certainement à réclamer une partie du gâteau, c'est ça? Il faut créer des institutions. Pas du tout. Je crois que les opposants sont aussi des Congolais. Les opposants, nous gérons. Il ne faut pas que les gens oublient, dans une démocratie, l'opposition gère avec le pouvoir. C'est un contre-pouvoir qui amène des déshydratats de la population. Et nous, de la majorité, nous tenons compte de la présence et des propositions de l'opposition pour... C'est comme ça que les propositions souvent sont amendées. C'est comme ça qu'ensemble, nous sommes des parlementaires et nous décidons ensemble et nous fonctionnons ensemble. Donc, il ne faut pas que les gens croient que lorsqu'on est dans l'opposition, on ne travaille pas. Non, l'opposition travaille avec le pouvoir, sauf que le dernier mot vient de la majorité. Mais ils amendent beaucoup de nos lois, ils amendent beaucoup de choses. Donc, ça n'a aucun rapport de casement des individus, puisque nous avons besoin des hommes et des femmes qui ont l'expertise, qui ont l'expérience. Et si nous pensons que tel qui est de l'opposition peut le faire et qu'il accepte, pourquoi pas? Puisque l'objectif final, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Et nous voyons plus loin et le présent ne doit pas compter pour nous. Il y a aussi le rapatriement, la dépouille mortelle de l'ancien président Mobutu Sese Seko et puis à Moïse Tshombe. Qu'est-ce que cela va changer au Congo, encore dans la société congolaise? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que vous pensez que le rapatriement va mettre fin à la guerre ou encore à la division au sein des peuples? Ça fait partie des recommandations des délégués. Je suis un des délégués. On a pensé qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'un Congolais, ancien président de la République ou ancien Premier ministre, ça depuis puisse continuer à rester à l'extérieur de la République démocratique du Congo. C'est les recommandations des délégués et qui ont été à l'écoute aussi de la population. C'est ce que demande le peuple et nous pensons que les choses sont telles qu'il serait souhaitable que ces derniers rentrent. Alors, dans le discours du président Joseph Kabila, vous venez de citer nommément le Rwanda et l'Ouganda, qui s'impliqueraient certainement dans la guerre à l'est de la RDC. Mais le président Kabila, lui, dans son discours, n'a pas nommé ses voisins qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, continuent à s'aimer le désordre à l'est du pays. On a l'impression qu'il veut comme un peu que ce désordre-là existe pour qu'il reste au pouvoir. Il n'a pas besoin, aucun chef d'État d'ailleurs ne peut accepter d'être humilié pour qu'il reste au pouvoir. Il n'a même pas besoin. Il a besoin de la paix, il a besoin du contrôle. L'ONU a cité nommément le Rwanda, vous venez de le citer. Mais pourquoi le président Joseph Kabila, dans son discours, n'a pas voulu être direct avec le Rwanda? Mais il l'a toujours cité, c'est connu. Et je pense que lorsqu'il parle de voisins qui envoient les éléments chez nous, on sait bien que c'est le Rwanda. Donc ça ne sert absolument à rien qu'il les cite puisque c'est connu. Nous savons que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda étaient des amis de la RDC. Mais pourquoi ce revirement, j'allais dire? Du coup, on voit le Rwanda devenir ennemi et l'Ouganda également. Qu'est-ce qui a changé dans les rapports entre ces pays voisins et la RDC? Je pense que vous avez en face une mauvaise foi de la part de Kagame, qui est un grand dictateur connu. Donc au jour d'aujourd'hui, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de démocratie au Rwanda, je pense que le Rwanda a toujours besoin de l'espace d'abord pour sa population. Il a besoin de moyens aussi pour son économie. Donc il pense qu'en venant piller en République démocratique du Congo, ça peut lui permettre de tenir, ce qui est une très très mauvaise chose. Nous sommes des voisins. On peut profiter de la richesse de l'autre, mais que cela se passe dans des très 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 bonnes conditions. Mais le Rwanda, vous dites c'est vous qui le dites, que le président Kagame est dictateur. Nous savons qu'il a aidé le président Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président. Est-ce que l'actuel président n'a pas vraiment marché sur les accords entre le Rwanda, la RDC, le Burundi, la RDC, l'Ouganda et la RDC? Mais s'il y avait des accords, le Rwanda allait brandir ses accords pour dire que voilà, il y avait tel accord, voilà pourquoi. Mais justement, c'est dans sa dictature-là qu'il a utilisé son armée pour venir appuyer un rebelle
et de manière à s'accaparer de la On peut richesse dire que de la le République président démocratique Kabila du paye Congo. le péché de son père alors. Non, il ne paye pas le péché de son père. C'est la mauvaise foi de Paul Kagame que nous sommes en train de subir, nous, en tant que Congolais. Aussi longtemps que le peuple rwandais, c'est un peuple que nous aimons, pacifiste, avec qui nous avons eu toujours de très très bons rapports. Depuis des décennies, il ne faut pas oublier que beaucoup de Rwandais se disent aujourd'hui des Congolais pour avoir né, grandi, vécu en République démocratique du Congo depuis des années et des années. Donc nous pensons que c'est un dictateur qui est arrivé à la tête, pense qu'il doit écraser la République démocratique du Congo, puisqu'il a fait croire au monde entier que c'était un trou noir où chacun pouvait venir et faire ce qu'il a besoin de faire. C'est comme ça qu'il est en train de faire. Mais bon, j'ai dit que coup de chapeau, il y a un travail qui a été fait et nous sommes en train d'avancer vers la fin de cette situation. Avant, pendant et après les concertations nationales en RDC, vous avez sollicité l'appui ou encore l'intervention du président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Nous aimerions savoir qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce qu'il a fait chez vous. Ah, vous savez, beaucoup de choses. D'abord, le président Sassou, c'est un grand panafricanisme. Il n'a pas commencé qu'en République démocratique du Congo pour aider. Et vous savez qu'il a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays, la guerre en Angola. Et aujourd'hui, nous voyons l'intervention au niveau de la République centrafricaine et dans plusieurs autres pays. Et je pense que l'Afrique lui tient à cœur. Mais la République démocratique du Congo, c'est son pays, c'est chez lui. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes tous des Congolais. Il faut ajouter Brazzaville ou Kinshasa pour pouvoir nous séparer. Nous avons des frères et sœurs par-ci, par-là. Je pense que ce qui se passe en République démocratique du Congo, on le ressent directement ici. Ça se passe la même chose. Il y a eu la conférence nationale ici et de l'autre côté. Mais il faut plutôt poser la question, pourquoi ces choix au président Denis Sassou Nguesso? Il y a beaucoup de choses qu'il fait pour essayer de normaliser les relations entre nous et le Rwanda aussi, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il fait aussi la médiation de ces côtés-là. Donc je pense que le problème de la République démocratique du Congo, il s'en occupe 24 heures sur 24. Il n'attend même pas que nous puissions le lui dire. Cela témoigne l'amitié, l'amour qu'il a vis-à-vis de son voisin, puisqu'il n'aime pas que nous puissions pleurer. Et maintenant, quant à sa participation, je pense que c'était l'homme clé et qui pouvait mettre tout le monde ensemble et amener cette cohésion que nous avons vue aujourd'hui et que nous avons pu débattre, puisque la plupart des gens de l'opposition ont refusé de venir. Et que le président Sassou, c'est un homme d'expérience, il a l'expertise. Et nous-mêmes, nous l'avons vu avec la conférence nationale, c'est qu'il ne s'est jamais vu en Afrique, la conférence nationale souveraine au Congo. On le suivait à l'époque, on a tout dit sur lui, on a tiré sur lui. Il est allé aux élections, il a perdu les élections. C'est le premier président en Afrique centrale qui accepte et qui fait ce que les gens demandent aujourd'hui, c'est-à-dire l'alternance. Il est parti dans l'opposition 4 ans. Il a laissé Lissouba gérer le Congo, sans toutefois qu'il puisse intervenir. Mais le Congo qui était un modèle en son temps, où nous, de l'autre côté, on a envié les Congolais en se disant les fonctionnaires sont payés et ils vivent de leur salaire, alors que chez nous, c'était impossible. Mais à un moment donné, on a vu la situation s'est détériorée. Les gens des Bas-Congo ne pouvaient même pas franchir le centre culturel. Donc ceux de Mongali ne pouvaient pas aller de l'autre côté. Il y a eu une division, il y a eu des guerres. Et au même moment, il y a eu aussi des guerres de notre côté chez nous. Donc vous voyez, donc ce sont des situations qui, quand ça arrive ici, ça arrive là-bas. Mais le président Sassou qui a pu mettre tout le monde ensemble. Aujourd'hui, nous voyons le pasteur Ntoumi, nous voyons tant d'autres avec qui il travaille. Il a pu mettre tout le monde ensemble pour le développement du Congo. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui, après la guerre, tel que le Congo est en train de se développer rapidement, ce n'est pas le même Congo qu'avant? Et pour nous, c'était un modèle qu'on pouvait prendre. Je pense qu'on peut ne pas l'accepter, mais le président Sassou, nous qui enseignons l'histoire de foi politique... Vous êtes enseignant, hein? Oui, et nous pensons que pour nous, c'est un modèle. Il faut qu'il nous laisse quand même la documentation, de manière à nous permettre de comprendre comment il fait, comment il a pu faire. Donc voilà quelqu'un qui aujourd'hui est en train de transformer son pays, est en train de développer son pays. Le Congo qui n'avait pas de barrage hydroélectrique là aujourd'hui, nous voyons des aéroports, nous voyons des routes, nous voyons tout ça. Donc nous disons que non, c'est un monsieur qui a l'expertise, qui a l'expérience. Maintenant, on avait besoin de lui, il est venu et nous le voyons aussi dans la résolution des conflits au niveau de l'Afrique. Il est toujours là et il a apporté ce qu'il a pu apporter. Vous savez que ni t'étais son acceptation, ni c'était sa présence, ni c'était son apport. J'ai parié que les concertations allaient souffrir. Parce que le fait que nous soyons rassurés que s'il y a un problème, le président Sassou est là, déjà en amont,
il a parlé avec les opposants, il a envoyé des émissaires, il est très très bien entouré avec un bon directeur du cabinet, avec de bons conseillers qui sont des hommes et des femmes capables d'aller au-delà d'eux-mêmes de manière à apporter des solutions. Il y a eu des balais, des traversées de part et d'autre, telles que, et il a rassuré l'opposition, et pour permettre à ce que l'opposition vienne, et pour permettre à ce qu'il y ait un débat très clair, parce que chacun savait que si on n'arrive pas, on a quand même un interlocuteur qui est un homme d'amour, un homme d'expérience, et il a l'expertise aussi. Et il a mis en place son expertise, et vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Nous lui disons coup de chapeau, nous n'arrêterons jamais de lui dire merci, puisque qu'il l'aime ou pas, il est rentré dans l'histoire de la République démocratique du Congo, et que nous devons regarder vers l'avant pour voir comment capitaliser ça, comment tirer des leçons de cette médiation, puisqu'aujourd'hui, vous êtes censé, sans l'ignorer, que ni était son apport, on allait vraiment réellement être en difficulté. Mais il continue, ce n'est pas un arrêt, il l'a dit 24 heures sur 24, il est à l'écoute de l'autre Congo, en face, parce que c'est un même peuple, et nous lui disons toujours coup de chapeau. Mais c'était un apport formidable, et ça ne se limite pas ici chez nous, il est dans beaucoup de pays où il est en train d'œuvrer, c'est vraiment un Africain, un grand. Aujourd'hui, même si de son vivant, personne ne le croit, plus tard, je pense que et les Congolais et les Africains, tous les Africains parleront de lui, mais en bien, parce que c'est un homme de paix, un homme très calme, mais très très intelligent. Ok, honorable, vous parlez de la cohésion, que le président Sassou s'est impliqué pleinement pour unir les Congolais, ce qui est bien. Mais il y a une partie de la société civile, de la RDC, il y a l'UDPS qui continue à garder sa position. Il y a déjà le CVD, la Coalition pour le vrai dialogue, qui refuse catégoriquement de prendre part au gouvernement de la cohésion nationale. Alors, comment feriez-vous pour unir tout ce monde-là? L'UDPS a toujours été à l'écart, je pense que vous devez le savoir. Nous revenons de Sun City, l'UDPS est là à l'écart. L'UDPS représente une partie de la population congolaise. Tout le monde représente une partie de la population, mais personne ne peut se prévaloir de la totalité des Congolais ou parler au nom de tout le Congolais, ni parler au nom de tous les opposants. C'est un parti politique, comme tant d'autres partis politiques, et nous pensons que le refus de participer est aussi un choix. Nous sommes en démocratie, nous voulons la démocratie. Dire non, parce que si on l'avait empêché de ne pas participer, j'allais dire d'accord, mais on ne les a pas empêchés. Je pense qu'on a dit oui. C'est comme l'autre partie de l'opposition qui a réclamé qu'il y ait un médiateur. Nous avons choisi le président Sassou tel qu'eux-mêmes l'ont recommandé aussi. Et il était là et les choses se sont passées tellement bien. Dites-moi aujourd'hui, de vous et moi, quelle est la chose dont eux, ils veulent parler encore dans des dialogues qu'on n'a pas pu parler? La CVD va plus loin, pousse le bouchon très loin pour dire que le président Kabila a piégé le peuple congolais à travers ses concertations parce qu'il veut se maintenir au pouvoir, travailler avec tout le monde pour une rallonge de son mandat. Est-ce que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent? Pas du tout, puisque lorsque nous nous sommes réunis, personne ne nous a dit ce qu'on devait dire. Je crois que chaque composante est venue et chacun a dit ce qu'il avait besoin de dire et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. On n'a jamais parlé de prolongation du mandat du président de la République et ça n'a jamais été question de penser que le président nous a réunis pour ça. Il ne faut pas oublier que ça fait partie aussi de la demande de l'opposition que nous puissions nous réunir, nous dialoguer. Mais quand ils parlent du dialogue, eux, c'est pour venir dire quoi? Prolonger encore le mandat ou pour eux, le dialogue va amener quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire qu'on n'a pas pu soulever pendant ces concertations? Je pense que tout a été dit. Tous les Congolais aujourd'hui n'attendent qu'une seule chose, de voir la concrétisation des résolutions de ces concertations. Point barre. Les restes, personne ne les suit, personne ne l'entend. S'ils veulent, ça c'est un procès d'intention, ils disent que voilà, ils veulent. Heureusement qu'ils utilisent les conditionnels. Alors, vous parlez du développement du Congo, vous l'avez dit. La RDC se veut pays émergent en 2020. Comment allez-vous arriver 2020? C'est dans quelques semaines, dans quelques jours. Comment allez-vous arriver? C'est un rêve ou? Non, les contradictions existent partout, même au ciel, même au paradis. Il ne faut pas oublier que divisions au sein. Je vous dis. Il y a une partie qui ne reconnaît pas le président Kabila. Il y a la société civile, on parle de l'Église catholique, qui pense qu'il n'a pas été élu légalement. Mais lorsqu'un ange, le plus aimé par Dieu, qui s'appelait Lucifer, s'est opposé à Dieu, vous voulez dire que la contestation ne vienne qu'aujourd'hui? Non, même au ciel. Même au ciel. Donc il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde, nous ne sommes même pas au paradis, mais même là au paradis, là où ils étaient pour créer le ciel et la terre et l'homme, il y a eu contestation. Donc nous sommes nés
avec ça dans nos sociétés. Donc, c'est-à-dire que dans nos sociétés, nous devons accepter qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent être contre. L'unanimité n'existe pas, qui peuvent être contre tel ou tel, pour des raisons X ou Y. Chacun a ses raisons, mais ce qui est important, c'est que nous devons savoir les raisons qu'ils avancent, ce ne sont pas les raisons pour la population, c'est pour leur positionnement personnel. Vous savez, la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Lorsque nous sommes animés de bonnes volontés, qui pouvait croire aujourd'hui le président Sassou Nguesso allait changer le Congo tel que le Congo est en train de changer aujourd'hui? On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas le vouloir, mais on palpe le fruit du travail qu'il est en train de faire sur le terrain. Donc je pense que ce qui nous a empêchés de pouvoir développer le Congo, la République démocratique du Congo, c'est surtout et avant tout la guerre à l'Est. Je pense que la guerre nous a beaucoup saigné notre économie, a saigné nos finances, et qu'aujourd'hui, si nous arrivons à mettre fin à cette situation, nous avons de voies et moyens pour pouvoir créer des richesses, pour pouvoir voir comment nous pouvons développer. Les richesses de notre pays ont quand même fait changer le Rwanda, il ne faut pas oublier ça. Pourquoi on ne peut pas utiliser cette même richesse pour développer l'Est de la République démocratique du Congo? Nous sommes capables, et c'est la volonté qui manque. Et je pense que maintenant, avec la cohésion, avec ces gouvernements, si les hommes et les femmes qui vont être désignés sont animés de bonnes volontés, je suis sûr et certain que d'ici quelques années, nous allons développer notre pays avec nos moyens, avec notre manière, notre vision aussi. Parce que souvent, nous faisons du mimétisme, nous imitons le blanc. Nous voulons faire comme eux. Et c'est en ce moment-là que nous échouons. Mais je pense que développer un pays, c'est question de volonté. Si vous venez en République démocratique aujourd'hui, vous allez au Katanga, vous allez être surpris de voir ô combien, avec quelle vitesse, quelle allure, cette province est en train de décoller. Et je pense que s'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se transcender, donner le meilleur d'eux, de manière à pouvoir développer la nation va être rapidement développée. Vous parlez de la guerre qui freine le développement du Congo. Il y a certaines opinions qui pensent que la communauté internationale, je parle de l'ONU avec MONUSCO, qui encouragerait encore, qui expressément veut de cette guerre pour, c'est pas le pillage des ressources naturelles. Ben, vous savez, ils ont des fois aussi raison, puisqu'on a attrapé plusieurs fois les véhicules de la MONUSCO, transporter des minerais pour amener au Rwanda. Mais pourquoi ne pas, si vous êtes convaincu que la MONUSCO, parce que ça fait plusieurs années que la MONUSCO est présente en RDC, à l'Est, à Goma plus précisément, mais la guerre ne prend toujours pas fin. Il y a les femmes qui continuent d'être violées, il y a toujours des tueries à chaque fois. Mais pourquoi ne pas décider une bonne fois de faire partir la MONUSCO ou encore l'ONU? Non, je pense que la MONUSCO a apporté aussi, donc c'est à la MONUSCO de prendre conscience et de faire ce que pourquoi ils sont en République démocratique du Congo. Mais une chose est vraie, c'est que nous devons compter sur nous-mêmes, avant tout. Il faut que les Congolais comprennent cela. Maintenant, le reste, nous étions en phase de guerre avec les rébellions qu'on a connues en République démocratique du Congo. Nous avons fait appel aux Nations Unies. Et bien, nous devons voir jusqu'où cette coopération va aller, mais ça ne peut pas rester éternel. Mais effectivement, il y a quelques individus qui se comportent mal. Comme dans chaque famille, il y a toujours des uns et des autres qui sont des brebis galeuses à qui il faudrait sanctionner de manière à pouvoir faire avancer les choses. Vous savez, aujourd'hui, nous condamnons la violence et beaucoup de choses, mais il y a aussi des officiels qui, des fois, franchissent la barrière et vont de l'autre côté. Alors, l'Afrique est instable depuis plusieurs années, 50 ans après. L'Afrique continue de tâtonner, de chercher les voies qu'il faut pour se développer. Il y a la démocratie qui est arrivée. Malheureusement, on se rend compte à travers le printemps arabe, l'Égypte, la Tunisie actuellement, que la démocratie n'est pas bien arrivée, elle devient comme un mal dans ces pays-là. Et quand on voit l'Afrique noire également, c'est comme si l'Afrique a du mal à s'adapter, à bien appliquer la démocratie. Est-ce qu'il faut vraiment changer de régime ou encore être hybride, prendre un peu de la démocratie, de la tradition africaine? Comment voyez-vous cette problématique, vous qui êtes professeur, enseignant à l'université et puis avocat? Oui, je suis assistant. Ben, une chose est vraie, ça pose problème quand nous regardons ce qui se passe en Afrique, partout. Mais il y a un point commun. C'est-à-dire quand vous regardez nos textes qui nous dirigent, c'est-à-dire nos lois fondamentales, nos constitutions, on les a obtenus comment? La plupart de nos constitutions sont le fruit des négociations politiques. C'est pour une sortie d'une crise. C'est la sortie d'une crise qui fait que nous adoptions une constitution, mais calquée sur le modèle européen. Et sans toutefois tenir compte de notre propre culture. On ne peut que la violer, on ne peut que ne pas la respecter. C'est comme ça que chaque fois qu'il y a élection quelque part, chaque fois qu'il y a une constitution, chaque fois qu'il y a des troubles,
on va amender les constitutions. Je pense que la meilleure constitution que nous aurons en Afrique, puisqu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des constitutions, nous voyons le premier pays qui est la Grande-Bretagne, qui n'a pas une constitution écrite. Ce sont les justes et coutumes qu'ils continuent à pratiquer, ils n'ont pas des écritures. Par contre, nous autres qui avons les écritures, on passe de temps en temps à violer. Parce que, d'abord, ce sont des fruits de conscience, des suspicions, puisque chacun va suspecter l'autre, et puisqu'il est fort, il va imposer telle disposition. Mais les jours où nous allons nous approprier notre propre culture, le transformer en constitution, puisque l'homme blanc en venant chez nous nous a trouvé avec notre culture, notre façon de faire des choses. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Quand vous avez un chef d'État, je prends l'exemple simple, parce que nous sommes au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, nous voyons la manière dont il conduit l'État, même s'il le fait bien. Mais on vous dit qu'à partir de telle année, il doit quitter. Mais avec la culture africaine, telle que nous fonctionnons, une fois qu'il va quitter, on prendra quelqu'un d'autre qui viendra le remplacer. On le voit avec Lissouba lorsqu'il l'a remplacé. Quelle a été la situation? Mais nous ne disons pas que les hommes sont des gens mortels. Ils peuvent passer aussi. Ils ne sont pas de la toute-puissance. Il faut qu'il y ait l'alternance. Mais il faut que cette alternance puisse être préparée dans nos cultures, telles que nous, on le faisait avant, pour qu'on puisse tenir compte et pour que le devenir puisse vraiment être rassuré. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons en Égypte, nous avons vu en Tunisie, et la remise en cause eux-mêmes de ce qu'eux-mêmes ont fait avant. Pourquoi? Parce que quand on le fait, c'est bourré de suspicions, et après on se rend compte et on détruit. C'est le cas dans nos pays en Afrique centrale. Mais moi, je pense personnellement, je peux vous citer un exemple. Lorsque nous allons à l'Occident, on vous dit, il y a une loi qui a été votée en France. Ils ont refusé aujourd'hui la polygamie en France. Chez nous, c'est une culture. Dans des pays, au Sénégal, partout ailleurs, c'est autorisé, c'est officiel. Mais on vous impose. Mais ils disent la polygamie, pour eux, c'est la transgression de la loi. Mais, et là-bas, ils adoptent l'homosexualité, les homosexuels peuvent se marier. Pour eux, c'est leur culture, ça ne les choque pas. Pour nous, c'est impossible. C'est vraiment contraire. C'est contraire à notre culture. Maintenant, si vous vous amenez, on nous impose l'homosexualité, et que nous les inscrivons, je vois comment on fustige le Cameroun dans ces domaines-là. Voilà, on a arrêté des PD, des lesbiennes, ainsi de suite. Non, moi je pense que si l'Afrique veut se développer, l'Afrique doit puiser dans sa culture. Merci, et en épuisant dans sa culture, l'Afrique aura un texte, excusez-moi, je chute, l'Afrique aura un texte qui sera difficilement violable. En ce moment-là, nous pouvons avancer et développer le continent. Sinon, ça va être toujours souvent et surtout des problèmes. Et merci, on se retrouve la semaine prochaine.